Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. J'ai l'immense plaisir et le grand honneur d'accueillir aujourd'hui Alexia de Bernardi. Bonjour Alexia. Bonjour Roland, bonjour à tous. Alors comme chaque semaine, vous êtes absolument formidable. La semaine dernière, vous étiez 232 inscrits pour écouter Bruno Lenoble du cabinet Valtao. Bruno qui nous a parlé de stress et comment apprivoiser le stress, comment faire du stress un atout. Et ce que je retiens de cet échange, c'était le fait que notre corps et notre esprit réagissent de la même façon face à un danger vital ou face à une menace pour notre ego. Donc, menace pour notre vie, menace pour notre ego. Le corps réagit de la même manière en produisant de l'adrénaline qui décuple nos capacités. Et quand on prend conscience du fait de cette réaction biologique, biologie chimique finalement, ça donne beaucoup de recul par rapport au stress qu'on peut vivre en entreprise. Et je vous invite à réécouter sur notre chaîne YouTube ou en podcast, sur Spotify, sur Google Play, sur Apple Play, sur Deezer, cette masterclass tout à fait passionnante avec Bruno Lenoble. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sur lequel on a beaucoup écrit, sur lequel on a beaucoup entendu, mais qui devient absolument clé, c'est la collaboration à distance. La collaboration à distance, comment est-ce qu'on fait pour collaborer à distance? Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par Incentive. Incentive qui est un outil de management qui va intégrer les dernières technologies et les dernières recherches en sciences cognitives pour aider les managers à devenir de meilleurs coachs en centralisant les informations dont ils ont besoin pour accompagner les équipes dans leur transformation. Get Your Managers Ready for Growth dans l'onboarding, la gamification de la performance et le coaching et la croissance individuelle. Voilà, Incentive travaille dans une vingtaine de pays, disponible dans 9 langues, dans des secteurs très variés. La page de publicité est terminée. Et donc, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Alexia. Et peut-être, Edouard, peux-tu nous faire un portrait pour nous faire découvrir qui est Alexia? Avec plaisir. Alexia de Bernardi, vous êtes ingénieur diplômé de l'ENSTA et que vous complétez par un master entrepreneur à HEC. Vous avez d'abord un parcours dans le conseil en stratégie, puis dans la direction de projets innovants dans le digital. Depuis 20 ans, vous gravitez dans l'univers de l'innovation et des startups, à la fois en ayant fondé la société Philapi en 2004, spécialisée dans la gestion de centres loisirs d'entreprises, et revendue au groupe Babylou en 2014. Vous êtes également actionnaire d'une dizaine de startups digitales et innovantes. À ce titre, vous avez été régulièrement interviewé sur des plateaux télé comme TF1, M6 ou France 4 et reçu une quinzaine de prix d'entrepreneurs comme Coup de cœur Femmes Business Angels, le concours européen de l'entreprise innovante, mais aussi lauréate BFM Business, Sanofi et de 92 Entreprendre. Trajectoire HEC, Trofemina et Mercure HEC pour finir. Puis, en 2018, vous avez fondé La Webbox, une société digitale RH ou HR Tech pour faire monter en compétences les communautés apprenantes et animer les bonnes pratiques managériales. Parallèlement, vous écrivez 2 ouvrages, Moteur d'engagement, 365 bonnes pratiques pour créer du lien et mieux travailler ensemble, un livre que vous êtes venu pour présenter l'année dernière au Masterclass de l'excellence commerciale, puis un second livre, les 130 règles d'or pour mieux collaborer à distance, que vous allez nous présenter aujourd'hui, la particularité de ce dernier livre étant qu'il est le fruit des bonnes pratiques partagées par les utilisateurs de la Webbox. Quel parcours Alexia. Extraordinaire parcours d'entrepreneur. Finalement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre qui est ton deuxième ouvrage? On avait eu le plaisir de t'accueillir il y a quelques mois sur ton premier livre. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire les 130 règles d'or pour mieux collaborer à distance? Alors, merci Roland et merci toute l'équipe pour cette présentation. En fait,
Ben, comme du coup vous l'avez peut-être compris avec mon parcours d'entrepreneur et d'innovation, je suis un côté très pragmatique que j'ai toujours mis dans mes projets. Et pendant ces confinements, on a tous été secoués par des messages clés, des paniques de cette crise. Et en fait, on se demandait tous, mais finalement, comment il faut faire concrètement. Voilà. Donc ça a été le fil rouge de mon premier et de mon deuxième livre. Et pour celui-ci, plutôt que d'aller moi-même, ce que j'avais fait pour Moteur d'engagement, que j'avais présenté ici, où j'avais moi-même interviewé 250 personnes, plutôt que de faire ça, je suis allée piocher dans notre application, la WeBox, et je suis allée challenger les milliers d'utilisateurs sur leurs bonnes pratiques de vrais gens, comme toi et moi, Roland. Et voilà, pour vraiment savoir mais concrètement, une visio, ça se passe comment, concrètement, la qualité de vie quand on travaille dans son salon ou dans son petit studio, comment ça se passe concrètement. Voilà. Donc moi, je suis vraiment toujours en recherche de pragmatisme et d'efficacité. Et alors, quelles sont, à travers ces analyses donc, récupérées de ces milliers de témoignages, de ces milliers de partages d'expériences sur la plateforme La WeBox, quels sont les nouveaux besoins au-delà des lieux communs qu'on entend, de recréer du lien, etc. Quels sont les nouveaux besoins un peu étonnants, un peu surprenants que tu as pu analyser dans ce travail que tu as mené? En fait, pendant la crise sanitaire, il y a eu vraiment, on a tous fonctionné un peu en mode pompier, c'est-à-dire que il a fallu rapidement fonctionner du mieux qu'on pouvait avec le contexte sanitaire, la peur que tout le monde avait sur son propre job et l'avenir de sa société. Donc, ça n'a pas été vraiment du télétravail. Ça a été un peu du mode pompier, du mode panique. Et là, la différence, c'est qu'il faut vraiment structurer maintenant, organiser ces nouvelles façons de travailler. Alors, des chercheurs à Stanford ont indiqué, ont structuré cette démarche en disant, bah, finalement, il y a des activités téléfragiles et des activités télérobustes. Alors, qu'est-ce qu'une activité téléfragile? C'est quelque chose qu'on a du mal à faire à distance. Ben, par exemple, négocier, hein, si on a des commerciaux ce matin, voilà, négocier, percevoir les signaux faibles, avoir une discussion profonde, écouter, former, faire du team building, sentir les émotions, ça c'est téléfragile, donc c'est des activités qu'on va difficilement faire à distance, donc on va devoir s'organiser pour les faire en présentiel. Et puis il y a des activités dites télé-robustes, donc au contraire c'est tout ce qu'on peut faire en fait tout seul. Ben voilà, c'est passer des coups de fil, traduire un document, produire un travail de fond, une étude, faire son plan d'action, vraiment de la production seule. Et là, ce sont des activités télérobustes. Voilà. Donc, la nouveauté, c'est que maintenant, on va se mettre à organiser et à réfléchir, à poser tout ça, notamment dans les entreprises, avec les syndicats. On va définir les nouvelles règles du jeu. Et alors, ça pose des questions un peu intéressantes. Et par exemple, si je prends l'exemple de le métier commercial, jusqu'ici, tout s'est passé en visio, donc tout le monde était ravi. On n'avait plus besoin de se déplacer chez les clients. Mais finalement, si nos concurrents, nos confrères se remettent à aller chez les clients dès les premiers rendez-vous, finalement, bah, les résolutions qu'on s'était prises en disant peut-être premier rendez-vous, je le ferai toujours en visio, mais finalement, si les confrères reprennent les anciennes habitudes, bah, on va peut-être être obligé de suivre. Donc les grands changements de vie ou les grandes résolutions vont peut-être finalement éclater. Et il va falloir vraiment se poser la question, qu'est-ce que je décide de faire sur site ou à distance, voilà. Et donc on en arrive à ce fonctionnement hybride où parfois même en réunion, on peut avoir la moitié des personnes à distance, la moitié sur site. Et donc, chaque équipe, chaque manager va vraiment définir maintenant une charte en disant ben, comment est-ce qu'on va travailler maintenant. Voilà. Est-ce qu'on revient au 100% management à la papy comme avant? Est-ce qu'on prend le tournant? Comment? Et comment on le structure? Voilà. Et pour citer Benoît Serre, qui a donc préfacé cet ouvrage, Benoît Serre, c'est le vice-président de l'ANDRH et également le DRH de L'Oréal France. Il dit en fait, c'est la première fois qu'on voit une inversion de la transformation. D'habitude, les entreprises poussent à se transformer et les collaborateurs freinent un petit peu. Et là, c'est la première fois, en fait, les collaborateurs poussent vraiment et c'est plus l'entreprise qui freine un peu en disant, oh là là, comment ça va se passer? Donc, ce qui est nouveau, c'est que voilà, c'est comment ça va se passer à partir de maintenant. Et ça, je pense que personne n'est vraiment capable de le prédire. On observe beaucoup de choses très variées, en fait. Certains comportements nous ont paru tout à fait efficaces
en télétravail, j'ai échangé hier avec le patron de la R&D d'un groupe du CAC 40 qui me disait dans les 2 premiers mois, on travaillait très bien, on était très efficace et on n'avait pas d'échange informel. Et progressivement, avec 1 an de recul, il nous disait finalement ce qu'on appelle maintenant, avec ce grand mot de la sérendipité, ces échanges qui permettent la créativité, qui permettent de partager des idées qui peuvent être sorties du contexte, mais qui vont permettre de faire avancer les sujets. Cette sérendipité a été complètement effacée. Alors c'est pas grave, à très court terme, on peut s'en passer. En revanche, lui, en tant que patron de la R&D, il disait pour nos équipes, c'est absolument indispensable qu'on ait ce brassage d'idées de façon régulière. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes comme ça où on s'est dit finalement ça passe bien à distance, mais finalement avec le recul, après 1 an et demi, on se dit il manque quelque chose, il faut qu'on repense notre manière de travailler, éventuellement travailler à distance. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce qu'on a tous fait plus ou moins, et c'est là que les choses changent, et c'est pour ça qu'on a besoin de bonnes pratiques, c'est qu'on a tous en fait transposé notre façon de travailler avant, simplement on l'a fait en visio. Donc on a multiplié les réunions comme on les faisait comme avant, on a multiplié les points d'équipe. Alors parfois, bien sûr, on a tous cherché des façons de faire différemment. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, on était un peu tous en mode pompier, particulièrement motivés, voire même en mode panique. Donc tout le monde était très engagé. Et petit à petit, en fait, le risque, effectivement, il est sur la créativité, l'innovation, qui est le vrai risque, en fait, du distanciel, hein, cette sérendipité qui vient quand on se croise et qu'on perçoit tous ensemble avec l'énergie du groupe, on définit des nouvelles idées. Eh bien, donc petit à petit, ce qui peut se passer, c'est d'une part, tu m'en parlais, Roland, la perte de lien, et donc quelque part le décrochage, mais sans en aller jusque-là, on se rend compte que si on n'applique pas les bonnes pratiques qui permettent de vraiment collaborer à distance et pas juste travailler à distance. Travailler à distance, on le fait, on est en visio, on travaille, mais collaborer à distance, eh bien, on se rend compte que petit à petit, sans s'en rendre compte, eh bien, les chemins se séparent. Donc, les chemins se séparent sur la vision, sur les priorités, sur le sens des choses, sur la stratégie, la bonne stratégie, sur ce que deviennent les confrères, etc. Et effectivement, on se rend compte que lorsque les équipes se revoient en présentiel après un long temps où ils ne se sont pas vus, eh bien, il y a un risque vraiment que les chemins se séparent et que les routes divergent. Donc, c'est pour ça que c'est très important de structurer l'informel, d'appliquer ces techniques d'animation de réunion, de changer d'ailleurs ces formats. La réunion n'est plus toujours une obligation. Hein. Il y a vraiment c'est le boom de l'asynchrone, hein, la collaboration à distance. On va envoyer des documents à en amont, on va privilégier les coups de fil, on va faire plutôt des réunions courtes. Donc, il y a énormément de pratiques. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que sinon, les chemins divergent. Alors, c'est vrai en équipe, au sein d'une équipe, mais c'est vrai avec vos clients. Peut-être que petit à petit, les clients vont nous oublier. Donc c'est pour ça que c'est très important de structurer ces techniques. Donc, ça veut dire de toujours démarrer par une question. L'icebreaker peut paraître futile ou artificiel. Certes, c'est artificiel, mais finalement, quand on arrive à briser la glace en début de meeting, eh bien, on a en fait cet échange beaucoup plus profond qui peut se permettre, qui peut arriver. De la même, de toujours finir une réunion par une technique de feedback. Là aussi, ça peut paraître artificiel, routinier, mais il faut aller chercher les ressentis, les objections. Donc, il y a plein de techniques dans l'ouvrage, savoir comment finir une réunion avec une question qui va amener de la valeur, comment créer cette interaction. Car si on ne l'a pas, eh bien, à force de non-dits et de biais cognitifs et d'absence de lien, eh bien, les chemins divergent. Alors nous, chez Incentive, les réunions, elles se finissent par ce qu'on appelle un ROTI. C'est Return on Time Invested. On demande à chacun, avec son doigt, de dire est-ce que j'ai perdu mon temps, est-ce que c'était moyen, ou est-ce que cette réunion était top et je ne regrette pas d'y avoir participé. Est-ce qu'il y a d'autres approches pour bien commencer, bien finir une réunion? Tu peux partager avec nous aujourd'hui, Alexia. Oui, 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 tout à fait. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Je crois qu'il y en a une quinzaine dans l'ouvrage. Il y a pas mal de techniques. Alors, par exemple, je pourrais vous parler du MATI. Donc, la technique du MATI, si je ne veux pas juste me tromper, je vais la retrouver. Hop, 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 pardon, c'est
Hop, alors, parce que là, tu me prends de court, je vais être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Donc, ce sont souvent, en fait, les techniques de feedback sont souvent, en fait, des questions très, très courtes qui vont vous permettre de, en répondant à cette question, d'apporter une forte valeur ajoutée. Donc, il y a par exemple la technique des A. Donc, qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce que je voudrais revoir, qu'est-ce que je voudrais modifier. Voilà, donc il y a le questionnement. Voilà, vous pouvez finir en fait une réunion avec un feedback en un mot. Donc parfois un mot dans le chat, c'est bien quand on est très nombreux. Nous à la WeBox, il y a une technique qu'on apprécie beaucoup, c'est le keep, start and stop. Donc de faire le tour de table de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on keep, qu'est-ce qu'on start, qu'est-ce qu'on commence et qu'est-ce qu'on stop, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on arrête. Voilà, vous avez les techniques donc voilà, les 3 A. Qu'est-ce que cette réunion a amplifié ou qu'est-ce que j'aimerais voir amplifier, augmenter, ce que je souhaiterais. Qu'est-ce que chacun a apprécié dans ce meeting, dans cet échange, ou qu'est-ce qu'on voudrait voir ajuster, qui est un petit peu différent. Voilà, donc il y en a plein. Le Matisse, c'est qu'est-ce qui m'a marqué, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je transpose ailleurs, enfin voilà, quelles sont mes interrogations. Et donc il y en a plein comme ça. L'idée, surtout, c'est pour éviter de tomber dans une routine, en fait, c'est de varier ces techniques. Et c'est pour ça que l'appli de la WeBox, c'est le principe, c'est de varier ces techniques pour justement bien être vraiment dedans, être concentré dans cette technique à chaque fois. Et même si vous êtes chez des clients, en fait, nous, on applique cette technique chez les clients. Le rôti, on l'a déjà fait en clientèle, en physique. Et il y a une technique que j'aime beaucoup et en clientèle aussi, c'est intéressant. C'est en début de réunion de dire finalement ce webinaire, cette visio, cette conférence, cette réunion, à votre avis, elle sera un succès si, et puis chacun apporte sa brique. Et ça vous permet de savoir, voilà, pour moi, ce sera un succès si on tient le timing, je suis pressée, si je sais combien ça coûte, si j'ai compris ce que vous faites. Enfin voilà, donc vraiment, je vous invite à appliquer ces techniques pour éviter que les chemins divergent petit à petit dans le temps. Donc on va finalement se rencontrer différemment. J'ai une question sur l'asynchrone dont tu parlais tout à l'heure. Certaines entreprises bien connues comme Alan, qui fait un succès extraordinaire sur le marché de l'assurance santé, ont décidé de supprimer complètement les réunions et de travailler exclusivement par écrit. Voilà, ou alors d'avoir des points individuels one-on-one, mais aucune réunion collective. Qu'est-ce que tu en penses et quelles sont les limites? Est-ce que c'est adapté à notre environnement? Est-ce qu'on ne perd pas une partie de l'humain, une partie de cette sérendipité, une partie de ce qui fait qu'on est joyeux quand on va au bureau le matin? Alors, ça dépend vraiment des cultures d'entreprise et c'est aussi à nous, à tout un chacun, de bâtir notre propre culture d'équipe ou d'aller chercher l'employeur où la culture d'équipe colle à ce qu'on veut. Alors, on a vu tout à l'heure que ça dépendait beaucoup des métiers. Donc, il y a des métiers de production où effectivement on produit très bien chez soi, les activités qui sont télérobustes. Donc, ça, on peut les produire vraiment chez soi. C'est vrai qu'avec les confinements et ces nouvelles façons de travailler, il y a eu un rêve de totale liberté, d'entreprise libérée. Voilà. Pour moi, en fait, la priorité d'une entreprise, c'est le collectif, c'est pas l'individu. Le sens d'une entreprise, c'est de faire des choses ensemble. Donc, effectivement, l'hybridation du travail s'accélère. Donc, on n'a pas le choix que d'avoir tous des modes de travail hybrides avec un mix entre collaboration à distance et sur place. Sans oublier que ça ne concerne que 30% à 35% des travailleurs. Mais ça dépend d'une part donc, des métiers que l'on fait. Moi, je ne vois pas comment un commercial grand compte dans le B2B peut s'affranchir de voir son client. Ça dépend aussi de la vie que l'on souhaite. C'est vrai que j'ai beaucoup discuté avec des régions qui accueillent maintenant des cadres de grands groupes ou de Parisiens qui viennent habiter en Ariège encore hier dans un podcast. Et en fait, ils me disent, voilà, il y a la moitié des gens en fait désenchantent et reviennent parce que on change pas de vie comme ça. On voit aussi des entreprises comme Microsoft et Google qui ont décidé aussi de payer leurs collaborateurs en fonction non pas des standards du marché où est implantée l'entreprise, mais où travaille le télétravailleur. Donc on voit que ça va modifier quand même énormément de choses et finalement ce désenchantement peut aussi venir du niveau de salaire et de la vie qu'on peut avoir en face. Donc tout ça pour dire dans la plupart des entreprises, nous ce qu'on observe, c'est qu'on est plutôt sur une tendance du 2-3 jours
de télétravail parce que la priorité, c'est le collectif et il faut se voir. Mais effectivement, certaines entreprises dites flat, libérées, holacratie, en fait, ont déjà déployé ces techniques et bien avant la crise sanitaire, en fait. Beaucoup d'entreprises, comme j'ai interviewé Kios, une société d'informatique, mais vous avez aussi même chez Gore-Tex, toutes ces sociétés sans management étaient déjà dans des modes complètement responsabilisants, hein, ce management responsabilisant, où finalement, je sais pourquoi je travaille, quels sont mes objectifs. Après, souvent quand même, ils ont des moments de vie collective, parce qu'encore une fois, une entreprise, c'est un écosystème, c'est comme une famille. On peut pas, c'est très difficile en tout cas, de garder un esprit de famille si on ne se voit jamais. Donc l'entreprise sans réunion, c'est possible, c'est souhaitable? Alors, après, ce sont des convictions personnelles. Moi, j'y crois pas. Après, tout dépend de ce qu'on appelle une réunion, hein. Je pense qu'on a besoin de se voir, on a besoin de se sentir, on a besoin de plaisir, on a besoin de brainstormer et de comprendre. Voilà, l'homme est un animal social, hein. On n'est pas fait pour être seul, seul à distance. Mais c'est une conviction personnelle, hein. Je sais qu'il y a les freelances dans l'informatique, par exemple, ça se fait beaucoup, hein. On parle même de work holiday, de work day, de work travel. Finalement, on va aller travailler, on va aller voyager pour travailler à l'autre bout du monde, on va partir en vacances et travailler, du coworking en vacances. Tous ces modèles sont en train de s'expérimenter. Mais pour moi, il y a une nécessité absolue vraiment de continuer à se voir en physique. Comment est-ce qu'on répond aux attentes très variées des collaborateurs? Parce que toutes les entreprises, tous les grands comptes ont négocié ou sont en train de finaliser les négociations avec les représentants du personnel sur les accords de télétravail. Mais finalement, les cas sont très différents entre un jeune collaborateur qui sort d'école, qui n'a qu'une envie, c'est d'être tous les jours au bureau pour intégrer une communauté, une mère de famille qui a 3 enfants et pour qui c'est beaucoup plus pratique et qui habite à 1 heure et demie du bureau et pour qui c'est beaucoup plus pratique d'être 100% en télétravail et qui est hyper organisé pour être efficace. Et finalement, on voit que chaque cas est individuel, mais que les entreprises, elles ont la contrainte de devoir négocier des accords qui concernent tout le monde. Comment est-ce qu'on peut réunir ces oppositions, ces difficultés? Alors, c'est là qu'on voit vraiment le rôle du manager. En fait, moi, ce que je constate, c'est que souvent, là, les entreprises, en fait, laissent la responsabilité au manager de trouver l'organisation idéale. Alors, parfois, il y a des plannings, tel jour fixe, obligatoire, tel jour, parce qu'ils veulent éviter l'embouteillage dans les bureaux. Et souvent, c'est au manager que revient la charge de définir le cadre de sa team hybride. De dire, ben voilà, le jour fixe pour tout le monde, c'est tel jour. Et donc, effectivement, c'est là qu'on voit que le collectif prime sur l'individu dans l'entreprise. C'est que, eh bien, on peut prendre en compte tant bien que mal les contraintes de chacun, mais in fine, ce qui compte, c'est l'esprit de l'équipe. Alors, par exemple, si on a des plus jeunes qui arrivent dans l'équipe, des nouveaux collaborateurs, c'est très important que l'équipe soit physiquement avec elles pour les former. En fait, les jeunes ont vraiment besoin, ils nous le disent, hein, quand on a des stagiaires, vous l'avez tous vécu, j'imagine, vous avez des stagiaires, des jeunes qui arrivent. Pour eux, c'est très difficile de comprendre les codes de l'entreprise, les outils, comment ça fonctionne en restant à distance. Donc, pour former les plus jeunes, il faut que tout le monde soit en contact avec eux. On ne se croise plus dans les couloirs. Donc, ça fait partie des contraintes abordées, des techniques abordées pour faciliter la collaboration hybride. Il faut aussi revenir au bureau pour former les plus jeunes. Surtout que souvent, ils sont voilà, dans des petites surfaces, etc. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, le manager devient vraiment le chef d'orchestre de sa tribu qui, tant bien que mal, va essayer de caler. C'est pour ça qu'on est beaucoup à l'écoute des managers parce que c'est eux qui vont définir le fonctionnement hybride, les jours fixes, etc. Ceci dit, on le voit maintenant, moi je côtoie, j'en ai côtoyé l'autre jour, par exemple dans le bâtiment des métiers, on a l'habitude de se voir, et même dans les hautes sphères de direction de grands groupes, des managers qui disent moi je veux revoir mes équipes, j'ai besoin de les voir, donc ça existe encore. Donc se pose surtout maintenant la question de l'employabilité, de la marque employeur, et c'est pour ça que finalement les entreprises ont quand même tendance à de plus en plus écouter ces besoins des jeunes, des parents, des personnes qui veulent habiter ailleurs, et sont en train en ce moment de négocier tout ça. Par exemple, dans un grand groupe bancaire, ils ont défini, voilà, donc 2 jours par semaine de télétravail. Par contre,
pas plus d'une demi-journée de son lieu de travail s'il y a une urgence, pas à l'étranger, mais qu'en France. Voilà. Donc, chacun va définir ses règles et ensuite, c'est au manager de vraiment définir donc sa gouvernance d'équipe aussi. Hein. On arrive à cette notion un peu de gouvernance. Quelle est sa charte d'équipe? Comment on va communiquer? Quel canal on va utiliser? Dans quelle situation? Comment on va partager l'information? Ça revient vraiment au manager. On voit que finalement, le manager de proximité retrouve toutes ses lettres de noblesse qu'il avait un peu perdues ces dernières années parce qu'on l'avait mis en charge de piloter des processus, hein, et beaucoup de processus qui avaient été automatisés. Et donc, on avait dit au manager, bah voilà, tu es en charge de ces 5 processus et tu dois vérifier que tes équipes les suivent bien et puis mettre en place les correctifs si c'est pas possible. On voit que le manager, il est maintenant partie prenante de la transformation de l'entreprise. Il doit coacher ses équipes pour les accompagner dans ces transformations. Et on lui donne maintenant aussi des responsabilités sociales RH plus importantes dans l'organisation, la coordination, la gouvernance de son équipe. Sacré travail notamment pour les jeunes managers. Si on parle maintenant des interactions humaines, hein, on a maintenant 12 mois, 18 mois d'expérience. Comment est-ce que on peut retrouver, lire les messages subtils qu'on peut décrypter dans nos interactions physiques? Comment est-ce qu'on peut retrouver cette sensibilité à l'autre à distance, au-delà des juste de ces simples discussions et du ton de la voix? Est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut tirer de ces 18 mois d'expérience à travers toutes les remontées, les analyses que tu as pu faire sur les interventions sur la WeBox, sur comment mieux comprendre l'autre, même quand on est à distance, pour garder ce lien humain si important? Mmh. Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure de l'importance, en fait, d'aller remplacer ce non-verbal, hein, qu'on ne perçoit pas. Alors, j'ai fait connaissance l'autre jour d'outils d'intelligence artificielle qui analysent le non-verbal et qui le traduisent en signaux, mais je pense pas qu'on en arrive là. En fait, le signal faible, c'est l'élément le plus important des RH, disait Benoît Serre. Donc les signaux faibles, c'est ce que j'envoie, qui n'est pas verbalisé, le froncement de sourcils, le mutisme, la personne qui met pas sa caméra, celui qui répond pas aux interactions, etc. J'ai envie de dire aussi, les signaux faibles, c'est aussi l'élément le plus important du commercial, hein, parce que dans cette interaction, on va aller chercher effectivement les signaux faibles du client, comment est-ce qu'il ressent les choses, etc. Donc, l'idée, malheureusement, c'est de structurer l'informel. Alors, ça peut paraître très triste, mais ça marche. C'est-à-dire que si on commence une réunion en se disant, bah, voilà, quelles sont les petites victoires de la semaine, qui a envie de démarrer cette réunion en partageant voilà, l'enseignement clé, ou qui a envie de donner un coup de main, etc. Donc, c'est vraiment de prendre cette habitude d'aller lancer ces interactions. Alors, j'ai même des managers utilisateurs qui partageaient une technique que je trouve intéressante, c'est finalement de redessiner sur une feuille, alors qu'on est en visio, la table, comme une table de réunion, d'indiquer sur cette feuille les intervenants et de tracer un trait lorsqu'effectivement des personnes se sont parlé ou interagi, et donc de visuellement se rappeler que certaines personnes n'ont pas interagi et d'aller les chercher. Alors, moi, j'aime bien dire que on devient un peu tous animateurs de radio. En fait, on va aller, vous savez, lorsqu'on écoute la radio et qu'il y a des discussions, c'est alors Jean-Michel, mais oui, bien sûr, etc. C'est le small talking, voilà, c'est toutes ces nouvelles façons d'interagir. C'est aussi l'éclairage, c'est aussi la façon dont on va être à l'écran. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment une nouvelle façon d'aller chercher les personnes, de réveiller les personnes qui décrochent, de partager de l'information, de mettre de la convivialité. Le double écran est intéressant parce qu'il va se passer un quiz sur le téléphone pendant qu'on va partager à l'écran autre chose. Mais s'il n'y avait qu'une clé à retenir, Roland, je pense que vraiment, ce qui est important, c'est de se dire, il faut jamais plus de 50% d'informations descendantes dans une réunion ou dans un partage ou quoi que ce soit. Il faut toujours 50% d'interaction. Et alors, cette interaction, elle ne vient pas toujours. Donc, il faut la préparer. Et c'est vrai que on a enchaîné pendant les confinements les visios à n'en plus finir, mais la clé, c'est d'en faire beaucoup moins
et de vraiment les préparer et de préparer des questionnements pour chercher les signaux faibles, de préparer des quiz, de préparer des exercices, de préparer des sous-groupes. Donc le mot-clé, hein, c'est vraiment d'appliquer toutes ces règles d'or pour mieux préparer ces interactions pour qu'elles soient efficaces, parce que ça s'apprend, c'est pas inné, et on a tous besoin d'aide pour aller chercher ces feedbacks et ces signaux faibles. Et grâce à toi, Alexia, on a les moyens d'apprendre et de progresser avec ce livre extraordinaire. Les deux questions classiques qu'on pose à tous nos intervenants lors des masterclass de l'excellence commerciale, une expérience de management qui t'a particulièrement marqué, qui t'a particulièrement structuré? Alors, en fait, donc, dans l'application de la WeBox qu'on déploie chez nos clients, on a aussi un chatbot de management et on a qu'à qui tous les managers posent leurs questions. Et en fait, moi, ce que j'ai vu beaucoup passer et qui m'a surpris, et ça rejoint le point tout à l'heure où tu disais, Roland, mais finalement, c'est les managers de proximité qui sont en première ligne. Une des questions qui est beaucoup revenue, après, bien sûr, comment animer mes équipes et animer mes réunions, c'est la question mais comment je peux réveiller mon chef? Comment je peux lui faire comprendre mes problèmes? Comment il peut m'aider? Voilà, c'est donc ce sentiment en fait de solitude des managers face à toutes ces nouvelles injonctions, ces difficultés qu'ils ont eu à aller convaincre, chercher leurs collaborateurs. Donc voilà, donc c'est important d'aller poser ses problèmes auprès de son N+1 et aussi de le mettre aussi face à ses responsabilités pour qu'il vous aide à à avancer dans ce mode de travail hybride. Et une citation qui t'inspire particulièrement? Alors moi, c'est toujours la même. Je me demande si j'ai pas donné la même la dernière fois, l'année dernière, Roland, mais je suis très inspirée par le Yalla de Sœur Emmanuelle, qui veut dire voilà, allez, ça y est, c'est parti, on y va, on est dans l'action. Donc voilà, c'est un peu mon motto. Et là, on devient tous des animateurs de radio. Un immense merci à Alexia. Pour aller plus loin, donc vous avez le top 10 des règles d'or que vous pourrez retrouver. Je pense qu'on le mettra sur le post LinkedIn. Vous pouvez faire un snapshot de l'écran si vous voulez. Top 10 des règles d'or, je vous mets juste à l'écran. On en a balayé un certain nombre pendant cet entretien. Pour aller plus loin, bien sûr, le premier livre d'Alexia, Moteur d'engagement, 365 actions pour mieux travailler ensemble. Le livre des 130 règles d'or pour mieux collaborer à distance que nous venons de commenter. Vous avez les liens pour l'acheter à la FNAC également. Et puis, bien sûr, l'application la WeBox, hein, la WeBox, vous pouvez directement avec le code qui vous est fourni, le code barre qui vous est fourni, ouvrir un compte, hein, je crois. Alexia, tu peux en Oui, tout dire à fait. En fait, il y un mot a pour voir comment ça fonctionne? avec le livre, il y a effectivement un mois d'expérience offerte dans l'application, donc la WeBox. Donc, vous téléchargez sur votre store la WeBox et le code projet pour pouvoir bénéficier de ce mois de contenu gratuit sur ce thème. Le code projet est le grand bain en un seul mot parce qu'on plonge tous dans le grand bain du télétravail et des nouvelles façons de travailler. Donc, rejoignez-moi quand vous souhaitez donc, dans la WeRoom. C'est aussi le deuxième nom de l'application et on pourra ainsi tous progresser pendant un mois sur ces nouvelles façons de travailler. Merveilleux, merveilleux. Et puis, voilà, les deux livres d'Alexia que je vous invite à aller acheter dès que vous raccrochez de ce webinaire. Un immense merci. Alexia, si tu as encore quelques minutes, on sera ravis de prendre les questions de nos auditeurs. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'interface de GoToWebinar sur la droite et Edouard nous les lira. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. Bien sûr. Alors, nous avons une première question. En rapport avec le MATI et autres techniques, comment s'assurer que les retours soient honnêtes? Alors, ça pose la question, en fait, la clé de la collaboration à distance, c'est l'instauration d'une relation de confiance, hein, parce que ces nouvelles façons de travailler, quand on parle des entreprises où il n'y a plus de manager ou plus de réunion ou plus de présentiel, la clé, c'est comment on crée la confiance. Et c'est vraiment la clé du management de demain, c'est responsabiliser et créer la confiance. Donc, c'est un préalable nécessaire à
ces techniques de feedback et d'icebreaker, sinon on reste dans l'artificiel. Hein. Si on fait la météo du jour et que tout le monde dit toujours que tout va bien alors que c'est pas vrai. Donc la clé, c'est de créer cette confiance. Et pour créer cette confiance, il y a plusieurs paramètres. D'abord, il y a la constance de la qualité de la relation, c'est-à-dire si on est tout sourire et puis ensuite on devient tyrannique, la confiance elle est immédiatement rompue. Il y a l'expertise, est-ce que je suis finalement, je crée de la confiance parce qu'effectivement je suis expert et j'apporte de la valeur, hein, je suis utile, donc c'est important d'être à sa place. Et puis surtout la clé de la confiance, c'est la qualité de la relation. S'intéresser vraiment aux autres, prendre vraiment des temps d'écoute, donner des petits services anodins dans la journée, mais c'est parfois par les petites choses de la vie courante qu'on crée la confiance, dépanner quand ça va pas, écouter face à un problème, rendre service. Donc c'est tout ça. Il y a un besoin aussi d'humilité hein, du manager et c'est ça qui a été difficile pour beaucoup de managers qui étaient dans une posture très haute, descendante, en disant voilà moi j'ai l'information, j'ai le savoir. Collaborer à distance, c'est un exercice d'humilité pour pouvoir créer cette confiance et qu'effectivement, les réponses aux questions de feedback comme le MATI ou toutes les questions, le ROTI, etc., soient effectivement honnêtes. Parce que par exemple, la question du ROTI, si on vous demande de noter de A à 5, moi je vous dis 2, voilà, et qu'en fait, il n'y a rien qui change derrière, eh bien la prochaine fois, je dirais 5, et puis voilà. Donc, donc cette confiance, elle se génère aussi par l'écoute qu'on fait vraiment de ces signaux faibles que l'on va aller chercher par ces techniques de feedback. Autre question, comment gérer des conversations très complexes ou chargées émotionnellement lorsque l'on n'est pas en face à face? Oui. Alors, donc déjà pour moi, le préalable, c'est que ce soit des relations one-to-one. Hein. C'est à ce moment-là, on va prendre son téléphone, on va ou bien faire une visio ou prendre son téléphone, être vraiment à l'écoute. Mais là, j'avoue que j'ai pas forcément beaucoup d'autres pratiques que de se dire, bon, on va se voir, on va se prendre un café. Ça fait partie vraiment des indispensables. Quand ça va pas, c'est important de se voir. Et c'est là aussi que la confiance va se créer. C'est de se dire, je suis importante pour cette personne, pour mon manager qui vraiment écoute vraiment et voit vraiment que ça va pas. Et faut-il privilégier certains soft skills par rapport à la collaboration à distance dans le recrutement et également intégrer cette notion de collaboration à distance dans l'enseignement supérieur? Alors l'enseignement supérieur, je ne connais pas, en tant qu'en tout cas méthode de travail. Sur le recrutement, c'est vraiment particulièrement important. Alors ça rejoint aussi le sujet de l'onboarding. En fait, de plus en plus, on va recruter sur les valeurs et pas sur l'expertise, parce que justement cette confiance, elle va se créer si on a quelque part les mêmes valeurs. Alors pas que ce soit un gros mot les valeurs, mais concrètement, est-ce que le travail est vraiment, j'ai envie de m'impliquer dans ce travail ou j'ai un projet ailleurs, ou est-ce que moi je veux une culture fun et c'est le fun qui va me donner envie de me lever le matin? Est-ce que j'ai besoin absolument dans ma culture d'équipe que tout le monde ait un projet, une activité fétiche qu'il va faire? Enfin, c'est ça en fait qui fait les valeurs d'une équipe et c'est ça qu'il faut voir en recrutement. C'est qu'est-ce qu'il y a un matching a priori, un matching entre les personnalités sur un fil rouge qui est un peu une histoire commune. Et si on a ce fil rouge, cette valeur qui est partagée, alors l'expertise, ensuite, les projets se passeront bien mieux à distance. Voilà, si on a une culture fun, eh bien les réunions vont peut-être toujours démarrer. J'en connais qui se déguisent en visio, etc. Si on a une culture d'experts, eh bien tout le monde sera content de partager de l'expertise, peut-être d'assister à des TEDx ensemble et de débriefer, etc. Donc le plus important en recrutement, c'est vraiment d'aller chercher la valeur commune, ce qui fait la culture de l'équipe. Voilà. Alors pour ça, il faut se poser d'abord, c'est quoi sa culture d'équipe? Il y a des sociétés ou des équipes où on a vraiment le sens du service, le sens du smile, le sens de l'écoute. Et ben, comment on va aller chercher que cette personne a effectivement le sens du service? Nous, par exemple, alors je vous disais le code projet pour ouvrir l'application la WeBox, c'est le grand bain, parce que le grand bain, nous, c'est vraiment la valeur au sein de la WeBox, parce qu'on se jette à l'eau tous les jours. On a une culture start-up. Voilà. Eh bien, si on recrute quelqu'un, on va aller vérifier par le jeu de questionnement et puis aussi par le partage de ses expériences personnelles. Est-ce que cette personne a la culture de l'audace ou au contraire a besoin d'être extrêmement rassurée? Voilà. Et ça, c'est vraiment la clé pour recruter à distance et de partager sur ces thématiques-là. Donc là aussi, pas de secret, ça nécessite de préparer, de dire, au fait, quels sont
les valeurs de l'équipe, c'est quoi, moi, le fil rouge pour travailler avec quelqu'un avec plaisir. Voilà. Et une fois qu'on a ça, alors pour dérouler l'émission, c'est beaucoup plus efficace. Alors j'ai une question qui à mon avis, vous a été souvent demandée. Que faire si un collaborateur est insensible à nos efforts? Oui. Alors là, c'est aussi un sujet qu'on nous pose beaucoup dans le chatbot de la WeBox, c'est la notion de recadrage. En fait, il y a un moment, donc déjà de comprendre si on est légitime pour faire ce recadrage. Est-ce que c'est vraiment un collaborateur ou est-ce que quelquefois on nous dit est-ce que je dois recadrer un collègue? Donc, est-ce qu'on est légitime pour faire ce recadrage? Et effectivement, il faut structurer un recadrage. Donc, un recadrage, c'est comme un feedback, en fait, ça se prépare. Il y a aussi des techniques, on parle du feed forward, notamment dans l'ouvrage, parce que faut le préparer en étant extrêmement factuel. Alors, on va parler de la communication non violente, toutes ces techniques. En fait, il faut vraiment être sur les faits et que la personne comprenne l'impact de sa non-action, de son manque de volonté, l'impact sur le projet, sur l'équipe, sur l'entreprise, sur vous, sur elle. Donc, c'est important d'être très factuel sur la communication de cet impact. Et ensuite, d'essayer de bâtir un plan d'action avec cette personne-là. Voilà. Le management à la papy, ça aurait été de dire, bon, là, c'est pas du tout ça. On va être positionné en feed forward. Ça veut dire, si on devait faire différemment, qu'est-ce qu'on changerait? Sur quoi on pourrait s'engager ensemble? Et puis, c'est d'adopter aussi une posture de coach, de manager coach. Je me mets à côté de toi. Dis-moi comment je peux t'aider. Quel est le problème? Voilà. Donc, pour crever l'abcès, parfois, c'est important aussi, de se voir et pas forcément juste de faire ça au téléphone, justement, de percevoir et de recréer cette relation qui peut-être a été un petit peu étiolée au fil du temps. Et puis Merci beaucoup. parfois, ce recadrage ne suffit pas, il faut remonter aussi, avoir l'aide des RH quand vraiment ça ne va pas. Merci beaucoup pour vos réponses. J'aimerais finir par un commentaire d'une de nos auditrices. Merci beaucoup pour cette intervention très inspirante et éclairante. Merci beaucoup. Ah, Roland, on t'entend. Oui, sur ces jolis mots. Un immense merci Alexia pour cet entretien toujours aussi vif, toujours aussi enjoué, toujours aussi passionnant. Je retiens comment est-ce que je peux réveiller mon chef. Il y a là, on devient tous des animateurs radio et puis bien sûr tous les conseils que tu nous as égrenés au gré des sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Encore une fois, précipitez-vous à la FNAC pour acheter le dernier livre d'Alexia et le premier si vous ne l'avez pas encore lu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour accueillir Laurent Olivier qui est le fondateur d'Areci du groupe Epoca, une des plus grosses agences de marketing B2B en France, pour traiter du sujet vente et marketing, amis ou ennemis, un sujet passionnant pour la semaine prochaine. Merci à tous, excellente semaine. Un grand merci Alexis encore pour ta présence et à très bientôt j'espère. Merci Roland, merci à tous. Au revoir.